Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui les soins infirmiers autonomes pour le bien-être des usagers et nous allons aborder différents points. Dans un premier temps, je vous parlerai des concepts, du bien-être et des besoins et nous verrons les annexes en dernière partie. Qu'est-ce qu'un soin infirmier? Eh bien, c'est l'ensemble de connaissances, de compétences et de techniques relatives à la conception et à la mise en œuvre des actes infirmiers. Ils ont pour but de répondre aux besoins de santé d'une personne et font l'objet de la discipline enseignée au personnel infirmier. Cette discipline fait appel aux sciences humaines et biologiques. On distingue généralement les soins infirmiers liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et les actes curatifs ou de réparation. Les soins infirmiers relèveront soit de leur rôle propre, soit de leur rôle prescrit. Vous trouverez les différentes supports en annexe. Qu'est-ce que le bien-être? Eh bien, c'est un ressenti. C'est une évaluation personnelle. Cela nécessite de reconnaître l'individualité de la personne et de répondre à ses besoins en lui proposant un éventail de soins et de services. Ainsi, c'est une notion subjective puisque c'est l'ensemble des choses dont on a besoin pour bien vivre. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état complet de bien-être, physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Nous verrons également que selon notre environnement, notre culture, notre état de santé, ce sentiment de bien-être pourra être modifié. Je souhaite également aborder avec vous la notion de bientraitance. C'est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d'un établissement ou d'un service. Cette définition vient de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La bientraitance vise à promouvoir le bien-être de l'usager en gardant à l'esprit le risque de maltraitance. La bientraitance ne se réduit ni à l'absence de maltraitance, ni à la prévention de la maltraitance. La bientraitance se caractérise par une recherche permanente d'individualisation et de personnalisation de la prestation. Elle ne peut se construire au sein d'une structure donnée qu'au terme d'échanges continus entre les acteurs. Pour l'HAS, c'est une démarche globale dans la prise en charge du patient, de l'usager et de l'accueil de l'entourage, visant à promouvoir le respect des droits et libertés du patient, de l'usager, son écoute et ses besoins, tout en prévenant la maltraitance. Dans ce schéma, nous pouvons voir que le soignant identifiera les besoins et désirs du patient et qu'il les analysera au regard de ses connaissances théoriques. Cela l'amènera à comprendre la situation et adapter sa prise en soin. Ce faisant, il apportera un soin de qualité, respectant les principes de bientraitance. Nous avons vu que la bientraitance n'était pas uniquement l'absence de maltraitance. De quoi s'agit-il? Eh bien, il n'existe pas de définition juridique de la maltraitance. Cependant, le législateur sanctionne les violences. En 2002, le Conseil de l'Europe va définir ainsi la maltraitance. C'est tout acte ou omission qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l'intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d'une personne vulnérable. On peut distinguer 7 types de maltraitance envers les personnes âgées. Les négligences physiques, les abus physiques,
actes à l'origine de douleurs, blessures ou déficiences, les négligences psychologiques, les sévices psychologiques, la négligence matérielle, des abus matériels ou exploitation financière et la violation des droits. La négligence se retrouve dans le manque d'attention aux patients, dans la banalisation, la non prise en compte de ses demandes ou de ses besoins. C'est le fait également de ne pas subvenir aux besoins d'une personne, tant au niveau physique, psychologique, affectif que spirituel. Cette négligence peut être passive ou active. On parlera d'abus dans le fait d'outrepasser certains droits, de sortir d'une norme, d'une règle. C'est le fait de commettre une injustice, un acte répréhensible. Alors, comment prendre en charge un patient? Eh bien, pour cela, on s'appuiera sur les différentes dimensions de l'homme. En effet, la prise en soin globale du patient repose sur 4 dimensions: physique, socio-culturelle, psychologique et spirituelle. Ainsi, la personne soignée bénéficiera d'une approche holistique centrée sur ses besoins, comme nous le verrons plus loin. Le soignant favorisera une approche globale de la personne, sans omettre une dimension. Nous verrons tout à l'heure que l'existence de l'homme est également soumise à sa culture, à son éducation, à son environnement. Pour l'OMS, la santé mentale et le bien-être psychologique dépendent non seulement des ressources psychiques d'une personne, mais aussi de son contexte social dans lequel elle se trouve et de l'environnement dans lequel elle évolue. Concernant les aspects biologiques et physiques, le soignant identifiera les symptômes, fera une évaluation clinique de l'état de santé du patient. Concernant l'aspect socio-culturel, il faudra identifier précocement des problématiques ou des fragilités sociales. Concernant l'aspect spirituel, eh bien cela concerne le sens que l'on donne à sa vie. Ce n'est pas uniquement, mais ça peut être, l'aspect religieux. Quel sens le patient donne-t-il à ce qui lui arrive? A-t-il un sentiment d'inutilité? Ressent-il de la fatalité? Ou au contraire, a-t-il envie d'en témoigner? On pensera dans ce cas au patient expert. Concernant l'aspect psychologique, que dit le patient de son état psychique? Comment vit-il la survenue de la maladie ou du handicap, son arrivée en structure d'hébergement? Et vous, en tant que soignant, qu'observez-vous? Concernant l'environnement, nous pourrons utiliser la classification de Wood. Il précise la place de l'environnement dans la classification des déficiences, des incapacités et des désavantages. Il identifie 3 dimensions: la déficience du fonctionnement d'un organe, l'incapacité, qui va être la conséquence sur l'individu, et le handicap ou le désavantage. L'OMS définit également les déterminants de la santé, qui sont des facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus et des populations. Nous allons aborder quelques concepts. Mettons-nous d'abord d'accord sur ce qu'est un concept. C'est une représentation mentale d'un objet, d'une idée abstraite. Le concept met en évidence un aspect de la réalité filtré par l'intuition et la capacité cognitive à donner forme à une pensée, à une représentation. Vous entendrez souvent parler de valeur. La valeur, c'est un terme qui désigne ce qui est vrai, beau, bien, selon un jugement personnel, plus ou moins en accord avec la société de l'époque. En philosophie, une valeur est une norme de conduite personnelle ou sociale relevant de la morale ou de l'éthique, de la politique, de la spiritualité
ou de l'esthétique. Concernant les valeurs professionnelles soignantes, eh bien, il s'agira du secret professionnel, de la confraternité, du professionnalisme, du respect des droits des patients, du respect à sa dignité, son intimité, son consentement aux soins, que l'on retrouvera également dans le code de déontologie. Dans le cadre professionnel, les valeurs sont des références communes fondant la conduite professionnelle de chacun. Elles sont identifiées de façon collective et diffusées auprès de tous les acteurs. Une valeur agit comme un principe de base auquel se réfèrent communément les membres de la collectivité pour fonder leur jugement, pour diriger leur conduite. La dépendance, c'est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans aide les actes de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et l'incapacité à s'adapter à son environnement. Dans le domaine sanitaire et social, la dépendance est définie comme le besoin d'aide des personnes de 60 ans ou plus pour accomplir certains actes essentiels de la vie quotidienne. Plusieurs grilles d'évaluation sont utilisées pour mesurer la dépendance. Elles vont permettre d'évaluer la capacité des personnes à effectuer les actes de la vie quotidienne sans aide. Ce sera donc un aspect fonctionnel qui sera évalué. On évaluera les soins corporels, l'habillement, la toilette, le transfert, la continence ou l'alimentation. Concernant l'autonomie, c'est le droit pour une personne de se régir selon ses propres lois. L'autonomie se situe au niveau du jugement et implique que la personne ait le pouvoir de décider des attitudes à adopter dans la vie. Le plan national de prévention de la perte d'autonomie identifie 3 objectifs déterminants. Préserver l'autonomie de chacun durant toute sa vie, prévenir les pertes d'autonomie évitables, éviter l'aggravation des situations par une incapacité. Selon le plan national d'action de prévention de la perte d'autonomie, la longévité de la population est un défi sociétal. L'enjeu est d'anticiper, de prévenir et d'accompagner la perte d'autonomie. Ainsi, en 2040, 10 millions de Français auront plus de 75 ans, soit 2 fois plus qu'en 2007. Les maladies chroniques touchent près de 15 millions de personnes en France. Le rôle des professionnels sera d'assurer un repérage précoce des fragilités. La fragilité, c'est un état potentiellement réversible, mais cette réversibilité n'est en règle générale pas spontanée et nécessite le plus souvent des interventions, qu'elles soient sanitaires ou sociales. Parlons maintenant de dignité. Ce terme apparaît dans différentes disciplines, philosophiques, législatives, déontologiques, en lien avec l'exercice médical et touchant au plus près les valeurs du soin à la personne. La dignité, c'est le respect, la considération et les égards que mérite quelqu'un ou quelque chose. La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque. Il n'y a pas de contradiction entre l'affirmation que certaines conduites sont indignes et celle selon laquelle tout homme est cependant ontologiquement porteur d'une dignité absolue. Ainsi, lorsque l'on prend en charge un patient, quelles que soient les conditions, on préservera sa dignité. Ne pas utiliser le tutoiement, sauf à sa demande et en respectant le consentement du patient. Rester discret, avoir les mêmes précautions de langage et de comportement. En effet, nous pourrons être sujets à des préjugés face à un patient détenu, à une personne alcoolisée se présentant aux urgences,
à un conjoint violent amené par les forces de l'ordre. Ainsi, en tant que soignant, il est fondamental de toujours veiller à respecter la dignité d'un patient. Dans sa manière de lui parler, on ne va pas l'infantiliser, se moquer, veiller à ce que sa pudeur soit préservée. On veillera encore plus attentivement aux personnes vulnérables. On pensera évidemment aux personnes démentes, aux personnes atteintes de pathologies psychiatriques, aux enfants qui pourraient s'exposer involontairement. Selon le dictionnaire du Petit Robert, la dignité, c'est le respect que mérite quelqu'un. C'est un principe de la dignité, de la personne humaine, selon laquelle la personne doit être traitée comme une fin en soi, un respect de soi, un amour-propre. La dignité est perçue comme une qualité inhérente à l'homme. Elle ne se gagne pas, elle ne se mérite pas et ne se perd pas. S'il est possible d'atteindre la dignité de l'homme par la maltraitance, on ne peut pas la détruire. Nous allons maintenant parler de l'intimité. Cette notion distingue ce qui relève du privé et du social. C'est à partir du corps que se construit essentiellement l'intimité. Cela représente aussi la conscience, les pensées qu'on ne partage pas. L'intimité représente le privé sentimental, sexuel, domestique et personnel. Le respect de l'intimité doit être préservé lors des soins. L'intimité intègre des variables historiques et culturelles. C'est également un espace, une zone de protection qui permet le recueillement, le maintien, l'attention à soi de ce qui est intime. Selon les époques, le corps, l'intimité, seront plus ou moins exposés. On pensera notamment aux réseaux sociaux, où la notion d'intime est réduite à la portion congrue. L'intime, c'est également une expérience psychologique, avec deux aspects contradictoires. Une plus grande fermeture exclut l'autre, une plus grande ouverture s'ouvre à quelqu'un. On partage ce qu'il y a de plus profond en soi, notre intériorité. L'intériorité s'incarne dans une histoire, un corps porteur de désir, de deuil et de réussite. L'intériorité, c'est ce que je suis en profondeur, ce qui est caché aux autres. Nous avons parlé à plusieurs reprises de la pudeur. De quoi s'agit-il? C'est une discrétion, une retenue qui empêche de dire ou de faire ce qui blesse la décence. Sa construction se fait par l'éducation. La pudeur s'inscrit elle aussi dans les sociétés et les cultures. La pudeur peut également s'apparenter à la dissimulation d'une vulnérabilité, en particulier du corps, mais également des sentiments. La pudeur est liée au corps, à la sexualité et au rapport à l'autre. Elle est régie par des règles de comportement à adopter en société. Elle se distingue de la décence qui obéit à des codes de conduite. La décence est déterminée par la société, là où la pudeur affirme une limite relative à l'autre. Comment accompagner un patient? Eh bien, l'accompagnement, c'est un contrat de soins entre le patient et le soignant, parfois sa famille et ses proches. C'est un déplacement avec quelqu'un, en même temps, et dans le partage. C'est savoir être là, être intelligent dans les situations singulières, ce qui nécessitera des connaissances extraites des sciences humaines, mais aussi des compétences relationnelles. Il s'agira d'être fiable et d'accepter l'incertitude. C'est aller vers la personne, être à côté, donner de la place à l'autre. Il faudra intégrer qu'on ne peut pas agir et décider à la place de quelqu'un. Le soignant doit chercher l'attitude qui convient le mieux à la personne accompagnée, pour qu'elle puisse être participative durant son parcours de soins.
Il devra adopter une attitude bienveillante, c'est-à-dire respecter la dignité et la liberté de la personne afin de lui faire acquérir le plus d'autonomie possible, en s'adaptant à chaque situation, en veillant à individualiser chaque accompagnement, en respectant le rythme de la personne. Je vous ai parlé à quelques reprises des besoins d'une personne. Nous allons maintenant nous intéresser à différents concepts qui ont abordé les besoins de l'homme. Qu'est-ce qu'un besoin? C'est une exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose et qui est nécessaire à la vie organique. Pour identifier les besoins d'une personne, on pourra s'appuyer sur différents modèles conceptuels. Je vais vous en présenter deux. Il y a le modèle de Virginia Anderson. Pour elle, la santé, c'est l'indépendance des 14 besoins fondamentaux. C'est en 1960 que le modèle conceptuel de Virginia Anderson est diffusé par le Conseil international des infirmières partout dans le monde. Vous trouverez en annexe un lien vous permettant d'aller voir ces 14 besoins. Vous pourrez également vous appuyer sur le modèle de la pyramide de Maslow. Il a été élaboré en 1940. C'est une théorie selon laquelle les motivations d'une personne découlent de ses besoins non satisfaits. Selon sa théorie, la satisfaction d'un besoin ne peut être réalisée que si les besoins d'un niveau inférieur sont satisfaits, au moins en partie. Ainsi, nous devrons d'abord satisfaire nos besoins physiologiques, c'est-à-dire nos besoins de manger, de boire, nos besoins de sexualité, de respiration, de sommeil et d'élimination. Nous devrons également assurer nos besoins de sécurité, nos besoins sociaux, nos besoins d'estime, c'est la confiance et le respect de soi. Et nous aurons également un besoin de réalisation, un accomplissement personnel. Et donc, pour arriver à ce haut de la pyramide, il faudra en tout cas assurer d'abord la base, c'est-à-dire que nos besoins physiologiques et de sécurité devront être assurés pour pouvoir, à un moment, avoir envie d'un accomplissement personnel. Bien entendu, ces deux modèles conceptuels ne sont pas antagonistes. Vous pouvez utiliser les deux. Ici, je fais un bref focus sur le modèle trifocal de Marshall et Psuck. Ce modèle favorise un haut raisonnement clinique d'évaluation de l'état clinique d'un patient. Ce modèle vous sera exposé de manière beaucoup plus approfondie dans le cours sur le raisonnement clinique. Vous trouverez ici toutes les sources documentaires qui ont permis en partie d'élaborer ce cours. Vous pourrez bien entendu aller consulter tous ces liens. Il y a également une conférence de Walter Hasbin et puis des cours, des ouvrages. En annexe, vous allez trouver des grilles d'évaluation de la dépendance, la législation et l'évaluation de la qualité des établissements de santé et services médico-sociaux. Vous trouverez sur cette diapo des exemples de grilles d'évaluation de la dépendance des personnes permettant le dépistage des fragilités. La grille Agir, donc l'objectif, c'est d'évaluer le degré de dépendance ou d'autonomie d'une personne âgée. L'inventaire neuropsychiatrique, permettant de dépister la maladie d'Alzheimer. Le MMS, permettant d'évaluer l'état cognitif d'une personne. Le MNA, permettant d'évaluer le risque de dénutrition. 2 tests permettant d'évaluer le risque de chute.
le Get Up and Go et le test de Tinetti. Le mini GDS permettant le dépistage de la dépression chez la personne âgée et 2 tests d'évaluation du risque d'escar, la grille de Braden et de Norton. Je me suis également appuyée sur des articles du Code de santé publique, le R4311.5, concernant le rôle propre de l'infirmière. Vous trouverez un extrait des 42 actes professionnels s'y afférents. La loi du 4 mars 2002, vous en entendrez beaucoup parler. C'est la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, appelée également loi Kouchner. La loi du 2 janvier 2002, qui va réaffirmer des droits fondamentaux pour les patients et les résidents. Et la loi du 21 décembre 2006, qui va consacrer l'ordre national des infirmiers. Et vous aurez également le code de déontologie. Faire des soins de qualité nécessite une évaluation justement de cette qualité. Comment peut-on faire cela? Eh bien, la HAS a pour rôle d'évaluer la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé à travers des certifications, des recueils d'indicateurs et des accréditations. À compter de septembre 2021, la HAS reprendra les missions de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements socio-médico-sociaux. Je vous remercie de votre attention.